Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture devant les sénateurs. Elle était interrogée la semaine dernière sur le budget 2018, un budget qui réaffirme le soutien à la presse du gouvernement avec des moyens quasiment stables pour les secteurs presse, livre et industrie culturelle. Autre déclaration, vous allez l'entendre, le gouvernement n'entend pas revenir sur la baisse des crédits accordés à l'audiovisuel public prévus dans ce budget. Ces crédits sont en baisse pour France Télévisions de près de 31 millions d'euros par rapport à 2017, soit environ 1% du budget global. Alors pour la ministre, cela représente un effort réel mais soutenable. Et puis enfin, sur la répartition des économies, elle estime que la création doit demeurer la priorité et ne doit pas servir de variable d'ajustement. Les efforts devront porter sur les frais structure et les frais de fonctionnement généraux de France Télévisions. Et puis enfin, dernier sujet, Françoise Nyssen, la ministre s'est prononcée en faveur d'un débat, vous allez entendre, sur la gouvernance et le mode de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Voilà, sur tous ces sujets, sur tous ces thèmes, je vous propose tout de suite d'écouter Françoise Nyssen. Madame la ministre, je voulais vous accueillir au nom de notre commission. En réalité, vous étiez venue devant celle-ci en juillet, mais c'est en quelque sorte une nouvelle commission, puisque des élections sénatoriales se sont tenues, comme vous le savez, depuis lors, et qu'il y a un certain nombre de nouveaux commissaires qui participent à cette rencontre aujourd'hui. Alors je voulais particulièrement vous remercier parce que vous avez accepté de revenir très vite à ma demande, sachant qu'au mois de juillet, l'audition avait été un peu écourtée pour des raisons d'agenda. Et surtout, je vous remercie d'avoir accepté que dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2018, vous puissiez venir 2 fois dans notre commission, tant il est vrai que les sujets sur lesquels nous avons à échanger sont extrêmement larges, ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous avons à parler de l'audiovisuel, mais aussi de la presse, du livre et des industries culturelles. En soi, c'est déjà un chapitre très important dans un temps imparti, bien sûr, qui nous est donné. Alors, ce que je vous proposerai, Madame la Ministre, si vous en étiez bien sûr d'accord, c'est qu'on puisse consacrer une première partie de l'audition à la question audiovisuelle, puisque c'est un sujet d'actualité sur lequel les sénateurs souhaitent absolument vous entendre. Et pour lequel d'ailleurs je vous ai adressé au nom de la Commission un courrier il y a quelques jours, le 5 octobre dernier, pour vous réaffirmer tout l'intérêt que la Commission portait à ce sujet de l'audiovisuel, du devenir de l'audiovisuel public. Je rappelle aux collègues que l'audiovisuel public, d'ailleurs, ce sont plusieurs entreprises. C'est France Télévisions, dont on parle beaucoup, bien sûr, mais c'est aussi l'INA, France Média Monde, notre audiovisuel extérieur. C'est également Arte, c'est également Radio France. Et notre commission, vous le savez, Madame la Ministre, a une longue tradition de travaux dans ce secteur, et est réputée pour avoir aussi des prises de position qui font parfois bouger les lignes. J'évoquerai par exemple, dans le cadre de la loi LCAP, les propositions que nous avions faites pour favoriser la modernisation de la réglementation sur la part de production dépendante et indépendante dans la production individuelle. Je pourrais évoquer aussi tous les travaux que nous avons faits au courant de l'été, dans le cours de l'été, pardonnez-moi, sur la chronologie des médias. D'ailleurs, peut-être cette audition sera l'occasion, Madame la Ministre, que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez des propositions de notre commission à cet égard. Et puis plus récemment, nous avons effectué des travaux auxquels j'ai beaucoup tenu dans une forme de continuité par rapport à ce que nous faisions sur l'avenir de l'audiovisuel public à travers un rapport avec la Commission des finances. Le fameux rapport Leleux-Gatolin. D'ailleurs, les 2 auteurs de ce rapport sont ici présents et interviendront tout à l'heure, qui fixe un cadre pour une réforme qui nous semble devenir urgente. Nous pensons être à la croisée des chemins et que sur bien des aspects, il nous faut évoluer. Alors, nous serons très contents de vous entendre, Madame la Ministre, parce que notre sentiment, après l'annonce d'économies qui ont été demandées aux différentes entreprises de l'audiovisuel, était un sentiment de frustration. Nous pensons que s'il n'est pas illégitime de demander des économies à l'ensemble des entreprises en France et des institutions, c'est tout de même mieux
de faire cela dans l'énonciation, dans le cadre de l'énonciation d'un projet pour l'avenir, d'une ambition redéfinie, affirmée en tout état de cause, et que ça s'inscrive dans une stratégie globale sur laquelle nous voudrions vous entendre, ce d'autant que les débats qui se sont tenus à l'Assemblée dans le cadre de la loi de finances nous se semblait un peu confus par rapport à la suppression de la comment dirais-je, de la publicité dans les émissions jeunesse. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au sein de cette commission. Donc sans doute pourrez-vous préciser un certain nombre de choses. Voilà. Les éléments de contexte, Madame la Ministre, dans le cadre duquel nous sommes très heureux de vous entendre. Je vais vous céder immédiatement la parole et ensuite la parole, bien sûr, à nos collègues. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Pierre Leleux, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Parmi les missions essentielles dont le ministère de la Culture a la charge, la défense du pluralisme et de l'indépendance des médias et de l'audiovisuel public est sans doute le plus étroitement lié à la santé de notre démocratie. Veiller à garantir l'accès à une diversité de contenus et d'expressions, ainsi qu'à une information fiable et de qualité, c'est veiller directement à l'exercice réel de la liberté d'opinion. Cette mission est l'une des 6 priorités que le Premier ministre m'a confiées dans sa lettre de mission, et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Le Sénat a ouvert des voies sur ce sujet depuis plusieurs années. Des propositions fortes ont été formulées par 2 d'entre vous, messieurs les sénateurs Leleux et Gattolin, dès septembre 2015 et réaffirmées par cette commission ces derniers jours. Nombre d'entre elles font écho à nos propres pistes de réflexion. Je voudrais vous exposer à la fois les déterminants, les grandes orientations de la politique que nous souhaitons conduire en matière d'audiovisuel et plus particulièrement en matière d'audiovisuel public. Le grand déterminant de cette politique, c'est évidemment le virage numérique. Il bouleverse en profondeur le paysage audiovisuel depuis plusieurs années déjà et à tous les niveaux. Nous assistons à une évolution des usages. Le non-linéaire se développe à grande vitesse et pourrait dépasser le linéaire dans quelques années. Le piratage ne cesse de croître et d'évoluer. Nous assistons aussi à une évolution des modèles économiques. Le marché de la publicité audiovisuelle, régulé de façon stricte depuis les années 80, est aujourd'hui dépassé en valeur par le marché de la publicité digitale, non régulé et maîtrisé par les géants numériques américains. Les chiffres sont parlants. 3,5 milliards d'euros pour le second, géant numérique américain, contre 3,2 milliards pour le premier, le marché de la publicité audiovisuelle publique, digitale. Non, pas digitale, justement, publique. Nous assistons enfin à une évolution des contenus. Le cinéma demeure en très forte position, mais nous assistons en parallèle à l'essor des séries et au développement des formes créatives nouvelles, comme les formats courts proposés par les youtubeurs. Ce qui pose la question de la responsabilité des plateformes en matière de financement comme de diffusion des contenus. Aujourd'hui, elles ne sont pas soumises aux obligations que connaissent les télévisions sur la lutte contre les discriminations, par exemple. La législation et la réglementation ont vieilli. Elles ne prennent pas suffisamment en compte l'ensemble de ces évolutions. Dans notre modèle actuel, c'est la télévision qui connaît la régulation la plus contraignante en termes de contenu et de publicité, alors qu'elle n'est plus le média dominant. Nous devons prendre davantage en compte les médias numériques si nous voulons soutenir la création et la protection de la valeur dans cet environnement. Depuis mai dernier, nous avons commencé à avancer dans ce sens au niveau national. Nous avons lancé en août une consultation sur l'évolution de la réglementation en matière de publicité à la télévision, portant notamment sur les secteurs interdits et la publicité ciblée. Elle vient de se terminer, les services du ministère sont en train d'en examiner les réponses.
Des avancées importantes ont par ailleurs eu lieu sur la contribution des acteurs numériques au financement de la création. Je pense notamment à l'entrée en vigueur au mois de septembre des taxes dites YouTube et Netflix qui élargissent la taxe vidéo affectée au CNC à toutes les plateformes. Je tiens à saluer le travail réalisé par le Parlement qui a été moteur dans cette réflexion à travers ses rapports sur l'économie numérique. Nous nous sommes saisis d'un autre chantier sur lequel le Sénat a fait des propositions. Vous l'avez dit, la chronologie des médias, c'est une priorité pour adapter notre modèle aux nouveaux usages et pour sécuriser l'avenir de notre système de préfinancement des œuvres. À ce propos, j'ai confié une mission de médiation à M. Dominique Dinin pour faire aboutir les discussions professionnelles qui sont bloquées depuis trop longtemps. Je lui ai donné au maximum 6 mois pour trouver un nouvel accord. À défaut, le gouvernement prendra ses responsabilités et n'exclut pas de proposer une solution législative en lien étroit avec le Parlement. Pour faire progresser la régulation, je suis par ailleurs mobilisée au niveau européen. J'ai participé en mai aux négociations sur la directive des services de médias audiovisuels, SMA, qui est actuellement en discussion avec la Commission et le Parlement européen. La transposition de la directive devrait avoir lieu en 2018 en France. Elle ouvrira la possibilité d'une refonte de la régulation audiovisuelle posée par la loi de 86. Au niveau européen toujours, je suis engagée pour la protection du droit d'auteur et pour la reconnaissance du droit voisin au profit des organismes de presse. C'est l'une des clés pour assurer un modèle économique viable à la presse en ligne. Un vent de transformation souffle sur l'ensemble du champ des médias au sens large, de la presse au cinéma. Il doit aussi souffler dans le champ plus particulier de l'audiovisuel public. J'en viens ici, après le contexte général, aux grandes orientations de cette transformation. C'est une réforme de fond que nous souhaitons engager, une réforme qui repose sur une vision de l'audiovisuel public, sur ses missions prioritaires et sur une méthode de transformation. La vision d'abord, les médias de service public jouent un rôle absolument indispensable dans le paysage médiatique et dans notre société en général. C'est un repère essentiel pour le citoyen en matière d'information, mais aussi de contenu culturel, dans un environnement extrêmement mouvant, où la circulation de contenu est abondante et permanente, sans que la source ne soit toujours identifiée. Les médias de service public ont plus que jamais une valeur de référence. Notre ambition est de conforter ce rôle dans un environnement qui évolue fortement et constamment. Cela suppose de réaffirmer les missions prioritaires de l'audiovisuel public. Elles se sont enrichies au fil des années. Au-delà du traditionnel triptyque informer, cultiver, divertir, l'audiovisuel public est un acteur de premier plan en matière de soutien à la création, d'information et de services de proximité, ainsi que de rayonnement international pour la France. Il a toujours su démontrer sa singularité et sa pleine légitimité dans ces différents domaines. Dans ce contexte de profonde mutation que nous connaissons, l'audiovisuel public a sa carte à jouer. Premièrement, en faisant le pari de la création et en proposant des programmes qui se distinguent dans un univers d'offres surabondantes. Deuxièmement, en étant à la pointe de l'offre numérique et multicanale pour s'adapter aux nouveaux usages. Enfin, en développant une stratégie ambitieuse à l'international. J'en profite pour saluer le lancement récent de France 24 en espagnol, qui est une belle avancée. Ce positionnement stratégique nécessite de profondes transformations, dont certaines sont déjà engagées par les équipes dirigeantes. Le gouvernement est déterminé à accompagner ces changements. Et je voudrais dire un mot de la méthode. Ces défis devront, vous le savez, être relevés dans un contexte contraint par les finances publiques. Pour les finances publiques, le gouvernement s'est engagé en responsabilité dans une politique de redressement des comptes publics. L'audiovisuel public doit contribuer à l'effort collectif, ce qui suppose d'ajuster les dotations prévues dans les contrats d'objectifs et de moyens, les COM, conclus par le précédent gouvernement. Le budget de l'audiovisuel public sera de 3,9 milliards l'année prochaine. L'effort d'économie demandé est réel, je ne le conteste pas, moins 36 millions par rapport à 2017 et moins 80 millions par rapport au COM, mais c'est un effort qui est soutenable. Il représente moins de 1% du budget de l'audiovisuel public
et il ne remet aucunement en cause le soutien de l'État. Le budget 2018 reste supérieur à celui de 2016 et de 2015. J'ai fixé 4 impératifs stratégiques à court terme dans ce contexte budgétaire: soutien à la création, information de référence, transformation numérique de l'offre et rayonnement international de la France. Mais pour préparer l'avenir, je souhaite que l'audiovisuel public s'engage dans une dynamique de transformation plus structurelle. Une dynamique qui s'appuie sur 3 leviers: la réflexion sur le périmètre des missions, le financement et la gouvernance. La réflexion sur le périmètre des missions et sur l'efficacité de leur mise en œuvre fait actuellement l'objet d'un travail interministériel associant mon ministère à ceux de l'économie et des comptes publics. Les sociétés de l'audiovisuel public sont étroitement associées à ce travail et devraient nous faire part de leurs premières pistes de réforme d'ici la mi-novembre. La réflexion se poursuivra jusqu'au début de l'année 2018. À ce stade, le travail porte notamment sur les coopérations autour des projets concrets entre acteurs du secteur qui doivent unir davantage leurs moyens, leurs forces, leurs idées à l'image de ce qui a été engagé avec France Info. Je sais que certains parmi vous considèrent qu'il faut aller plus loin en regroupant les différentes sociétés de l'audiovisuel public. Nous n'écartons aucune piste pour l'avenir. Ma position est pragmatique et non dogmatique. Je crois que nous pouvons avoir un débat sur cette question aujourd'hui. La transformation du secteur devra s'accompagner par ailleurs d'un débat sur son financement. Pour ce qui est de la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, aucun impératif financier ne justifiait une réforme à très court terme. La priorité pour ce PLF 2018, vous le savez, est la réforme de la taxe d'habitation. Néanmoins, à moyen terme, l'évolution des usages pose la question du rendement de cette contribution et de l'équité entre contribuables. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, je souhaite qu'un débat soit ouvert autour notamment d'un élargissement de l'assiette. Nous avons lancé les travaux, ils aboutiront dans les prochains mois et je souhaiterais pouvoir m'exprimer dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 sur ce sujet. Pour ce qui est de la publicité, vous le savez, le gouvernement n'est pas favorable au retour après 20 heures sur les antennes de France Télévisions. C'est un élément fort de distinction du service public. Le dernier chantier de transformation concerne la gouvernance de l'audiovisuel public. C'est un corollaire indispensable aux autres réformes et nous connaissons les limites du système actuel. Je souhaite que qu'on ouvre le sujet, comme le président de la République s'y est engagé d'ailleurs dans sa campagne et comme le Premier ministre me l'a demandé dans sa lettre de mission. Cela concerne d'une part les contrats d'objectifs et de moyens dont les périodes ne sont pas alignées entre elles et pas alignées sur les échéances politiques. Je partage le constat que vous avez établi à cet égard. D'autre part, nous engagerons la réflexion sur le mode de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et cette réflexion sera bien sûr menée en étroite collaboration avec le Parlement. Sur l'ensemble des dossiers que je viens d'évoquer, plus largement, je serai à l'écoute de vos propositions et je me tiens à la disposition de cette commission pour répondre à vos questions. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, nous portons une forte ambition pour les médias de service public qui jouent un rôle irremplaçable pour notre démocratie. Leur avenir passe par des transformations profondes. Elles sont déjà engagées. Les dirigeants des sociétés publiques savent que nous serons à leur côté pour les poursuivre et les accélérer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais immédiatement céder la parole à notre rapporteur Jean-Pierre Leleux, qui a choisi de répartir ses 5 minutes d'intervention en plusieurs questions successives auxquelles il aimerait bien avoir une réponse au fur et à mesure, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente et merci à vous Madame la Ministre de l'exposé que vous venez de faire sur la vision que vous avez du paysage d'avenir et sur lequel nous sommes effectivement à votre disposition pour aller plus avant dans les réflexions qui sont complexes. Effectivement, j'ai 5 questions, elles sont relativement précises et pour lesquelles j'aimerais des réponses de votre part. La première est la suivante. Le gouvernement a annoncé la baisse des 50 millions de crédits de France Télévisions par rapport au montant prévu dans le contrat d'objectifs et de moyens. Est-ce que le gouvernement pourrait revenir sur cette baisse au cours du débat budgétaire au Sénat? Et si oui, comment? Et si ce n'est pas le cas,
quelles sont les instructions ou les orientations de l'actionnaire pour répartir cette baisse? Madame la ministre, Ouais, oui, d'accord. au fur et à mesure. Le gouvernement n'entend pas revenir sur le montant des crédits prévus dans le PLF pour France Télévisions. Ces crédits sont en baisse pour France Télévisions de 30,8 millions par rapport à 2017, soit une diminution d'environ 1%. Cela représente un effort réel, mais soutenable. Le niveau de la dotation pour France Télévisions reste cependant supérieur à ce qu'il était en 2016. Nous travaillons avec France Télévisions sous la traduction concrète de cet effort. Comme je l'ai déjà dit, la création doit demeurer la priorité et ne doit pas servir de variable d'ajustement. C'est sur cette base que les échanges avec France Télévisions se sont engagés avant la présentation du budget au conseil d'administration et notamment à de multiples occasions avec Delphine Ernotte, sa présidente. France Télévisions devra donc réaliser des économies sur ses autres postes de dépenses, notamment ses charges de structure, qu'il s'agisse de frais techniques ou de diffusion, ou des frais de fonctionnement généraux. Merci, Madame la Ministre. La baisse des crédits donc, pour France Télévisions, Radio France, n'a été de 5 mondes, ou une moindre hausse pour Arte et France Média Monde. Est-ce que cette baisse est limitée, à votre sens, à 2018 ? Est-ce que cette baisse est limitée à 2018 ou bien pensez-vous dès aujourd'hui que de nouvelles baisses pourraient être envisagées en 2019 et 2020 ? À partir de quel moment estimeriez-vous nécessaire de réviser le contrat d'objectifs et de moyens, notamment celui de France Télévisions, adopté en 2016, et celui de Radio France, adopté en 2015, dont je vous rappelle pour mémoire que notre commission pour les deux avait émis un avis défavorable. Madame la ministre. La trajectoire du financement de l'audiovisuel public au-delà de 2018 n'est pas arrêtée à ce jour. Elle le sera dans le cadre d'une réflexion plus globale sur les missions de l'audiovisuel public, l'amélioration de son efficience et la modernisation de sa gouvernance. À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de réviser les coms de Radio France, d'Arte, de France Média Monde et de l'INA. Les ajustements proposés dans le cadre de ce PLF ne remettent pas en cause l'équilibre de leur trajectoire. En particulier, s'agissant de Radio France, l'ajustement est de nature technique et découle exclusivement du retard pris par le chantier de réhabilitation et la dotation de fonctionnement, du coup, n'est pas affectée. En revanche, vous avez raison, pour France Télévisions, la question de la révision de son com est posée et nous y travaillerons avec la société. Merci Madame la Ministre. Alors, venons à Radio France. La baisse des crédits, comme vous venez de le rappeler, est imputable à un report du chantier. Quel sera le coût de ce report en termes de location de locaux occasionnés par le maintien de personnel dans les locaux provisoires? Ce report entraînera-t-il une nouvelle dérive des coûts du chantier? Quel sera au final le coût du chantier compte tenu de ce report? Et nous savons que c'est un chantier qui a été, dès le début, mal engagé. La direction de Radio France... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit détail supplémentaire, c'est qu'un rapport d'expertise a été confié à M. Jean-Pierre Weiss sur le chantier. Et nous aimerions le recevoir, ce rapport, et nous aimerions l'examiner, et si vous pouvez nous dire les conclusions de ce rapport. La direction de Radio France a annoncé cet été que le chantier de réhabilitation de la maison de Radio France risquait de connaître un nouveau retard important, et effectivement, l'État, pour circonscrire au maximum les répercussions sur les activités, les personnels et les finances de Radio France ont confié effectivement à Jean-Pierre Weiss, qui est un spécialiste de la gestion des grands projets immobiliers dans le secteur public, une mission d'expertise. L'objectif de cette mission est de définir, comme vous l'avez dit, avec la société, le scénario le plus adapté pour achever la dernière phase du chantier. Et cette dernière phase que l'État continuera à soutenir financièrement débutera en 2018. Et nous, bien sûr, nous attendons les conclusions du rapport et nous en discuterons et nous vous en ferons part parce que, voilà.
Moi, je ne les ai pas encore. D'accord. L'avant-dernière, c'est la réforme du financement de l'audiovisuel que vous avez évoquée dans votre préambule. Elle apparaît d'autant plus nécessaire que le récent rapport de la Cour des comptes sur la contribution à l'audiovisuel public indique que la fraude à la CAP est importante et qu'une réforme à l'allemande mettrait surtout à contribution les CSP+, qui consomment des programmes de service public, mais n'ont pas ou plus de télévision. Ma question est donc simple. Êtes-vous disposé à mettre en chantier une réforme de cette nature dans le PLF 2019 ? Vous l'avez plus ou moins indiqué dans votre préambule, sachant que désormais, sur le plan comptable, la redevance est de toute manière appelée à intégrer les prélèvements obligatoires dès 2018, ce qui était un frein politique, on va le dire, et par conséquent le plafond de 3% de déficit public imposé aux traités internationaux. Tout à fait. Le PLF 2018 ne prévoit pas de réforme pour l'instant de l'assiette de la CAP. Son rendement n'a pas encore commencé vraiment à diminuer, mais vous avez raison. La réflexion sur cette réforme ne peut plus attendre et le gouvernement a décidé de l'engager. D'une part parce que la réforme de la taxe d'habitation pose inévitablement à terme celle de la réforme de la CAP. D'autre part et plus fondamentalement parce qu'il en va de la préservation du financement de l'audiovisuel public sur le long terme. Il en va également, comme vous l'avez souligné, de l'équité entre les contribuables, quelle que soit la façon dont ils regardent la télévision, puisque vous avez noté la catégorie des CSP+, vous avez tout à fait raison. La solution à l'allemande que vous évoquez est une piste intéressante, mais il en existe d'autres, et toutes les pistes de réforme seront explorées sans a priori ni tabou, c'est le propre d'une réflexion. Voilà, je pourrais vous dire là-dessus. Une dernière question, Madame la Ministre, sur la gouvernance. Question sur la gouvernance de l'audiovisuel public que vous avez évoquée là aussi, qui est aujourd'hui, nous semble-t-il, un frein à la recherche de mutualisation et à la définition d'une politique ambitieuse commune, notamment sur le numérique. Le président de la République lui-même a appelé de ses voeux des réformes de structure et des rapprochements. Notre commission a fait part de sa préférence pour la création d'une holding commune aux 4 sociétés nationales de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, l'INA, France Médias Monde, dans le rapport que nous avons effectué avec André Gattolin. Cette idée, on le sait, rencontre des résistances de la part des intéressés. Que penseriez-vous, alors ça c'est une suggestion, dans ces conditions de commencer par une mesure qui serait plus simple, peut-être plus acceptable, qui consisterait à prolonger d'1 an le mandat du président de Radio France, qui arrive à échéance en 2019, et à nommer dès 2020 un président commun à France Télévisions et à Radio France. Je précise que dans mon esprit, cette nomination pourrait être faite par une réunion conjointe des 2 conseils d'administration et non par le CSA, ce qui nécessiterait bien entendu une modification législative. Je partage votre diagnostic sur la nécessité de rapprocher les sociétés de l'audiovisuel public et de moderniser leur gouvernance. Ça a tout de suite été l'esprit dans lequel on a décidé de travailler. L'exemple de France Info montre toutefois que des coopérations et des synergies sont possibles, notamment dans le domaine numérique, et le site d'information commun est objectivement un succès. Le gouvernement a invité les dirigeants des sociétés à lui faire des propositions pour intensifier les collaborations et les rapprochements. Je pense à l'offre culturelle, aux réseaux locaux, ceux de France 3 et de France Bleu, ou encore au système d'information. C'est à l'issue de ce travail commun qu'il nous faudra nous prononcer sur la nécessité ou non d'aller plus loin dans le rapprochement des sociétés. Et je n'exclus ni ne privilégie aucune solution à ce stade. Mais avant de songer à prolonger le mandat de tel ou tel dirigeant, je crois qu'il est nécessaire d'aller au bout de cette expertise que nous allons absolument mener. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le rapporteur. Alors, je me tourne vers André Gattolin. Vous avez
avez 3 minutes pour poser toutes vos questions. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, bonsoir. Dans la question des synergies, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux synergies à l'intérieur de l'espace audiovisuel. Il en est un qui a été évoqué et qui est réapparu dans le débat budgétaire sur le PLF à l'Assemblée nationale. C'est celui qui concerne un éventuel rapprochement entre France 3 et Radio France Bleu, puisque ces deux entités sont des entités publiques, l'une en radio, l'autre en télévision. Et qui sont aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que leur développement numérique à l'une et à l'autre sont très en dessous de ce qu'on pourrait en attendre, d'autant qu'une offre privée se développe avec des télévisions locales qui se sont développées en association avec la PQR. Donc il est assez urgent, je crois, à ce niveau-là, d'envisager un certain nombre de choses. Donc quel est votre point de vue? Le ministre du Budget, qui n'est pas celui de la Culture, a en réponse un peu évoqué cette possibilité de rapprochement. Puis deuxième point, c'est un point qui semble, lui, par contre, oublié, c'est celui de la radio numérique terrestre. On a l'impression qu'on est, comment dire en français, en stand-by depuis quelques années. Va-t-on continuer à avancer au-delà des expérimentations dans quelques villes? A-t-on l'intention, à terme d'ailleurs, de débrancher la FM pour passer tout en numérique comme on l'a fait en télévision? Alors c'est sans doute un peu prospectif en l'état, mais quelle est la position du gouvernement et de vous, Madame la Ministre, à ce sujet? Je vous remercie. Merci de votre esprit synthétique, Monsieur Gatelin. Monsieur Assouline. Oui, Madame la Ministre, vous avez rappelé les intentions du gouvernement. On est vraiment là dans un débat budgétaire, donc je trouve qu'il y a beaucoup de chantiers de réflexion qui ont été ouverts par les questions et par ce que vous dites, qui nécessiteraient vraiment qu'on les mène sur le fond, y compris intellectuel, et nécessiterait plus de temps. Mais pour me concentrer sur un moment budgétaire, on a tous été très heureux de voir que votre nomination déjà était un signe plutôt intéressant pour la culture, le profil, votre expérience, mais aussi que le budget de la culture avait été globalement maintenu, mais nous sommes en discussion de la très mauvaise nouvelle. Et donc il y a quand même un truc qui ne va pas, on va dire. C'est l'audiovisuel public. Donc mettons les pieds dans le plat. Mon groupe a toujours défendu avec force, parce qu'il y avait cette transformation gigantesque du paysage audiovisuel, fragilisant tout, rendant incertain beaucoup de choses. On se disait, le service public de l'audiovisuel doit être un pilier. Et c'est là où l'État, c'est là où le politique a le plus de prise pour essayer de faire qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient sanctuarisées. C'est pour cela que le financement est nodal. Il y a eu un com. Je suis absolument opposé à cette idée de faire correspondre aux alternances les changements de com, parce que ça va contre l'esprit de ce que nous voulons faire avec le com, qui doit dépasser les alternances et les divisions politiques, où l'État doit avoir une parole, quelles que soient les alternances. C'est la même chose avec les traités internationaux. Le problème, c'est qu'il fallait des présidents de France Télévisions un peu plus pérennes, et comme une entreprise quelconque, la pérennité, la visibilité sur le moyen et le long terme est quelque chose qui manquait au service public et que certains dans le privé, regardez M6, ça fait 3 décennies qu'il est là, peut-être j'exagère, mais ils s'en vantent souvent sur le fait que s'il a pris de l'avance, c'est parce qu'il avait aussi cette vision. Donc, indépendant des alternances, quand l'État dit c'est comme ça, avec le partenaire, les deux prennent des engagements et les alternances ne viennent pas bousculer. France Télévisions, dans ce com, fait des efforts. Il y a des non-remplacements de personnel, des réformes de structure, il y a des priorités, et notamment celle que vous avez donnée à juste titre, qui est le numérique, parce que c'est l'avenir. Et donc c'est l'investissement, c'est de l'argent. Ce n'est pas uniquement un cap que l'on fait, parce qu'il faut... Bon, ils ont fait une chaîne d'information commune, donc y compris les rapprochements, ils ont tenu un engagement, ils ont fait un pari dans un délai très court. Donc, que l'État, parce qu'il y a une alternance, vienne dire le com est à la poubelle. Il est à la poubelle. Vous le savez, dans les discussions, bon, on ne peut pas dire publiquement. Moi, je mets les pieds dans le plat. Je préfère le faire là, à partir du moment où une entreprise qui a ses prévisions avec le com doit tout de suite dire où
je trouve 50 à 80 millions parce qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres. Mais en tous les cas, tout de suite, je ne vais pas le faire sur le personnel parce qu'il y a des conventions, etc. C'est structurel. Je vais le faire sur les programmes. Je suis très heureux que vous et Mme Ernotte avez dit on ne touche pas à la création. Donc on a creusé, y compris il y avait une audition de M. Leleu hier avec Mme Ernotte. Sur quoi? Puisque ça ne va pas être vraiment sur la structure et le personnel, heureusement d'ailleurs, ça ne va pas être sur la création, bravo, c'est sur quoi? Ça va être sur les droits sportifs par exemple. Je ne dis pas ça sera ça, c'est ce qui reste. Le droit sportif, c'est quoi? C'est ce que regarde la majorité de nos concitoyens aujourd'hui, ce qui est la télévision la plus populaire, et partout dans le privé, le sport est payant. Le sport est devenu payant dans ce pays, alors que c'est ce qui est le plus populaire. Le service public a gardé quelques fleurons. Tournoi des 6 nations maintenant, le Tour de France et Roland-Garros. Ils ont pu les garder parce que c'est en journée qu'ils peuvent faire de la pub, parce que ça serait le soir, ils ne pourraient pas. Il reste donc le tournoi des 6 nations parce qu'ils ne veulent pas toucher à Roland. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait allé dans la tendance, y compris du rapport que j'ai remis au précédent gouvernement et sur lequel vous êtes en train de travailler, sport, audiovisuel, les événements d'importance majeure, si on perdait le tournoi des 5 nations pour aller ailleurs, payant ou pas payant si c'est en un, mais dans le privé, la symbolique, la force que vous voulez donner au service public qui remplit des missions essentielles. Je vais vous demander de conclure, Monsieur Assouline, parce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole. Ne pourra plus être remplie, je conclus. C'était un plaidoyer pour. Il y aura la réforme. On sera tous d'accord pour la réforme de la CAP parce que je pense qu'elle rapportera ce qu'il faut pour. Bon. Je vous demande mais de conclure, en tous les vraiment. cas, je regrette et je vous pose la question. Je regrette que les conséquences de cette décision, vous nous annoncez que même dans le débat au Sénat, il n'y aura pas de révision de votre position. Bien. Je sais que c'est peut-être pas vous seulement qui êtes. Je vous demande vraiment de conclure, Monsieur Assouline, Et parce que Bercy j'ai doit d'autres y être demandes pour de quelque prise de chose. parole. Mais nous, on continuera à croire au débat parlementaire et on tiendra à ce que les moyens soient donnés au service public de l'audiovisuel de tenir ses missions et ses engagements qui sont contenus aurons, dans le COM. En effet, ce débat dans les semaines à venir. Je me tourne vers Monsieur Kern pour le groupe UC qui a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais être très synthétique pour ma part. Nous savons tous que nous sommes dans un environnement financier contraint et vous l'avez évoqué au début de votre intervention. Quelque part, le développement du numérique a également mis en place une nouvelle problématique, c'est le problème du piratage. Et ce piratage, notamment sur les événements sportifs et culturels, qui se répand de plus en plus. Moi, ma question est simple. Que comptez-vous entreprendre pour essayer d'enrayer ce phénomène? Merci, Monsieur Kern. Monsieur Laurent? Oui, je serai très bref aussi. Juste pour dire que nous sommes extrêmement inquiets pour ce qui nous concerne des annonces qui sont faites sur le recul du financement de l'audiovisuel public. Et on a tous compris, vous venez d'ailleurs de le confirmer, qu'en ligne de mire, il y a la remise en cause du COM. Donc nous entrons dans un débat qui est à nouveau extrêmement sérieux et périlleux sur l'avenir de l'audiovisuel public. Et donc nous aborderons dans cet esprit le débat à venir. Vous venez de dire aussi que vous ne reviendrez pas, vous ne voulez pas revenir sur cette baisse dans le débat budgétaire. Donc le Parlement aura à donner son avis sur cela, puisque la décision finale appartient au Parlement sur cette question. Donc chacun aura à prendre ses responsabilités sur cette question. Et ensuite, je veux dire qu'on ne pourra pas continuer, c'est la dernière remarque que je fais, on ne pourra pas continuer éternellement à discuter de l'avenir de l'audiovisuel public sans parler audiovisuel en général. Parce que quand on dit les missions sont informer, cultiver et divertir, eh bien si on regarde la question du point de vue de l'intérêt général, ça n'est pas une question qui est adressée à l'audiovisuel public seulement, mais qui est adressée à l'ensemble de l'audiovisuel. Or, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que notre responsabilité au regard de l'intérêt général est, par exemple, est-ce que nous visons à augmenter significativement
la part de l'audiovisuel public dans l'ensemble du paysage audiovisuel ou pas? Ou est-ce que nous avons renoncé à poser cette question-là? Il y a donc des questions lourdes qui sont à poser, qui semblent maintenant être considérées comme tabous puisqu'on ne les aborde plus jamais. On parle de publicité, il faut parler de la publicité dans l'audiovisuel public, mais il ne faut pas parler de la du financement général, alors que tout le monde sait bien qu'il y a un problème qui interagit. Donc je pense que ce débat sur l'avenir de l'audiovisuel public auquel nous accordons pour notre part beaucoup d'importance, et ça ne veut pas dire que nous ne sommes favorables à aucune évolution des structures, des missions ou autres, mais doit se mener dans un cadre plus général si nous voulons l'aborder avec sérieux. Merci Monsieur Laurent. Madame Mello. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voulais aborder le sujet de la numérotation des chaînes. La numérotation des chaînes avait été demandée d'ailleurs par le Sénat dans un texte. Elle a été actualisée, mais je ne pense pas que tous les fournisseurs d'accès aient numéroté les chaînes de la même façon, parce qu'après les 7 premières chaînes, il avait été question que la numérotation soit la même pour tous les fournisseurs d'accès. C'est une question toute simple, qu'en est-il ? Merci. Je prends 2 demandes d'intervention supplémentaires pour après vous donner la parole à la ministre, puis on passera au sujet suivant. 3. On est d'accord? Donc Madame Blondin, pour le groupe socialiste, toujours, deuxième intervention. Oui, merci Madame la Présidente. Juste revenir un peu sur la baisse évidemment du service public et vous faire part, Madame la Ministre, de l'inquiétude et des personnels des antennes régionales et locales, étant donné qu'ils subissent évidemment les baisses que vous avez mentionnées de structures et de créneaux horaires destinés à l'information locale et en langue régionale. Donc le service de proximité n'est plus assuré dans ces antennes locales, et ceci d'autant plus que certaines d'entre elles étaient faites dans la langue régionale et qui vient d'être justement coupée ou annoncée comme devant être supprimée pour rejoindre l'antenne régionale. Donc ça cause de l'inquiétude, évidemment, surtout que dans notre région Bretagne, il y a eu ce rapprochement entre France Bleu et France 3, mais en créant des inquiétudes dans mon département. Merci. Merci Madame la Provoté. Oui, Madame la Ministre, ma question va être assez simple. Vous avez évoqué le rôle du service public, le rôle public, citoyen de l'audiovisuel public. Il y a une dimension pédagogique, éducative, de construction de l'esprit critique. Et ma question pose sur le fait s'il est envisagé dans tout cet effort qui est fait vis-à-vis de l'audiovisuel public et toute la réflexion globale, une déclinaison spécifique sur cette dimension à l'attention des jeunes, des plus jeunes, mais aussi de ceux qui grandissent, puisque ça pose la question évidemment des âges limitatifs, les moins douces, etc., où on s'interroge des fois quand même sur ces critères-là pour protéger justement l'enfant, mais aussi sur la qualité des programmes. Souvent les programmes éducatifs sont souvent liés à des dessins animés dont la qualité, suivant de quel comté on se situe, est plus que relative. Et on a le sentiment que depuis quelques années, on est moins dans la construction de programmes à destination du développement intellectuel, critique de l'enfant. Et je pense que c'est une des missions de l'audiovisuel public. Tout à fait. Monsieur Grosperrin. Merci Présidente. Madame la Ministre, c'est en marge de cette audition. Ce matin, nous sommes allés visiter l'école normale supérieure des Beaux-Arts. J'ai cru comprendre que vous aviez des difficultés. En tout cas, c'était un budget qui était contraint dans le cadre de la loi de finances. Alors pourquoi ne pas accepter à un moment donné que ces établissements, comme vous ne pouvez pas plus abonder à travers un certain forme de budget. Robert, on va avoir une deuxième séquence sur les questions culturelles. Pouvez-vous reporter cette question pour que nous restions vraiment dans le cadre de l'audiovisuel? Non, mais je me suis... Mais j'avais ce sentiment-là, je la poserai plus tard. Voilà. Mais vous la poserez prioritairement le moment venu.
Voilà. Je pensais qu'il y avait un lien avec l'audiovisuel, je le cherchais en vain, mais très bien. Je vous remercie. Donc, est-ce que tous les groupes ont pu s'exprimer? Bien. Madame la ministre, je vous rends la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur Gatelin, merci de cette question. Évidemment, sur la synergie entre France Bleu et France 3. C'est ça. Ah, oui, ça va. Les réseaux France Bleu et France 3 représentent tous les deux un tiers des effectifs de leurs groupes respectifs et ont naturellement vocation à coopérer pour fournir un meilleur service de proximité aux citoyens. Des coopérations existent déjà, par exemple pour trouver des solutions immobilières communes ou encore pour réaliser des interviews communes des candidats lors de l'élection présidentielle. C'est déjà le cas. Ces efforts pourraient et devraient être poursuivis. Je pense notamment aux services en ligne d'information de proximité ou encore à la confection de programmes communs dans une logique multicanale, radio, TV, Internet. Dans tous les cas, ces coopérations devront être examinées le moment venu avec Radio France et France Télévisions, mais évidemment, nous le ferons. Et pour ce qui est de la radio numérique terrestre, le CSA poursuit le développement de la radio numérique terrestre, la RNT, en complément de la bande FM qui aujourd'hui est saturée. Et le gouvernement évalue aussi les demandes de diffusion en radio numérique terrestre de Radio France, de France Média Monde. Il a ainsi exercé son droit de préemption pour FIP à Lille et Lyon, Move à Strasbourg et RFI dans ces 3 villes. Toutefois, l'absence de grandes radios privées nationales reste préjudiciable au succès de la RNT, déjà largement concurrencée par les usages connectés. Et la consultation lancée par le CSA cet été sur la possibilité d'appel à candidature au niveau national viendra nous éclairer sur le futur de la RNT. En attendant, la FM continue d'avoir de beaux jours devant elle. Son remplacement n'est quand même pas à l'ordre du jour. Monsieur Gatelin. Ensuite, Monsieur Assouline. Sur la baisse dans l'audiovisuel, vos inquiétudes et le respect des COM. La progression des budgets prévus dans les COM conclus au cours de la précédente mandature n'était pas compatible avec les objectifs de maîtrise des dépenses publiques du gouvernement. Je crois que ça avait été noté. C'est pourquoi les dotations prévues pour 2018 sont en baisse de 1%. Par rapport à la loi de finances initiale de 2017, moins 36,8 millions et de 79,1 millions effectivement par rapport au COM en cours. Pour autant, cet effort paraît supportable. Les moyens prévus pour 2018 restent supérieurs de 25,5 millions à ceux de 2016 et doivent permettre de financer les priorités stratégiques qui sont le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique, l'investissement dans le numérique et le rayonnement international de la France. Pour continuer à soutenir ces priorités dans un contexte budgétaire contraint, l'audiovisuel public doit accélérer sa transformation et développer les coopérations porteuses d'efficacité et d'un meilleur service aux citoyens. Et je partage votre souci de préserver les événements sportifs majeurs, et on y verra pour l'avenir. Voilà, les services de l'État travaillent actuellement en concertation avec les entreprises. Ensuite, Monsieur Kern, sur le piratage et comment l'enrayer. La lutte contre le piratage a été confiée depuis 2009, on le sait, à la Hadopi. La réponse graduée a contribué à faire reculer les échanges de pair à pair, mais n'a pas permis d'apporter une réponse globalement pleinement satisfaisante au développement des pratiques illicites, notamment par le biais aujourd'hui des sites de streaming. À cet effet, j'ai annoncé un plan d'action volontariste qui vise à renforcer la lutte contre les sites pirates, à promouvoir l'offre légale et à renforcer les actions pédagogiques.
Ça, je crois que c'est très important. Permettez-moi d'insister sur la notion des actions pédagogiques. Je crois qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge à nos enfants, dès l'école, que s'ils piratent, ils scient la branche sur laquelle ils pourraient faire participer à tous ces métiers fantastiques. Et je crois qu'il y a une action pédagogique, on en parle peu, mais elle est essentielle. C'est de mettre dans la tête des jeunes que c'est grave, mais grave pour leur avenir, parce que tous les métiers de la création ne pourront, et touchant, et accompagnant ça étant touchés, eh bien, ils s'empêchent beaucoup de possibilités. Et pour y parvenir, le cadre juridique doit être pensé, en ce compris, au niveau européen. Ensuite, Monsieur Laurent, inquiète sur l'inquiétude pour la remise en cause des COM il faut un débat sur l'audiovisuel public. Oui, je l'ai dit, en initial et je suis bien d'accord avec cela. J'ai commencé aujourd'hui à vous donner les éléments de réponse sur vision, mission des médias de service public. Sur l'audiovisuel en général, l'enjeu majeur est l'adaptation au numérique et la concurrence des géants numériques, qui est vraiment le grand sujet. La concurrence, elle doit être équitable, donc on doit travailler sur la fiscalité. Ceci est un enjeu essentiel. Ensuite, Madame Mello, excusez-moi. Voilà, Madame Mello, voilà. Mélie Mello, oui, c'est une bonne façon de retenir. Sur les numéros des chaînes, les distributeurs de télévision sont tenus de suivre la numérotation des chaînes de la TNT. Ils peuvent seulement proposer un ordre différent, non discriminatoire à leurs abonnés. Le CSA veille à ces principes que le Sénat avait renforcés en 2016 dans la loi. Voilà. Madame Blondin, l'inquiétude des personnels, les antennes régionales et locales, les sources de proximité, langue régionale. En fait, il n'y a pas de réduction des antennes locales, mais une réflexion sur la meilleure manière de diffuser les programmes. Et la mission de proximité de l'audiovisuel public est essentielle. Pour notre part, elle favorise la cohésion sociale au plus près des territoires, met en valeur les événements culturels régionaux et participe de la démocratie locale. C'est bien de le rappeler de toute façon qu'on est porté par ça. Et pour conforter ce rôle essentiel, le réseau de France 3 a été adapté à la nouvelle carte des régions avec 13 directions régionales. En sus de ces directions régionales, 24 antennes régionales ont été maintenues pour assurer la proximité de l'offre. En revanche, c'est important ce point-là, un téléspectateur sur deux ne reçoit pas aujourd'hui les éditions de ces antennes locales, accessibles uniquement sur TNT, sur la TNT, et non sur les offres du câble, du satellite ou des opérateurs télécoms. Il me semble donc logique que France Télévisions travaille à rendre ces éditions présentes sur les supports numériques et dans les éditions régionales pour garantir une meilleure visibilité. La réflexion qui est en cours ne consiste donc pas à supprimer des antennes locales. Ces antennes continueront à produire des programmes locaux, mais c'est la diffusion de ces programmes qui doit évoluer pour être plus visible. Par exemple, en les intégrant aux éditions régionales ou en créant des web TV. Diffusion. Madame de la pauvreté. Et je vais apprendre à tous vous connaître la prochaine fois. Voilà. Non, mais ça va, c'est bien. C'est un bel exercice auquel je me prête avec beaucoup de plaisir parce que c'est important ce débat et c'est l'objet de cette invitation et je le prends comme tel. Donc c'était la question par rapport, question qui me touche beaucoup, qui est vis-à-vis des jeunes, l'éducation, la mission de service public, la qualité, l'exigence, etc. Donc je vous le répète, c'est extrêmement important et je suis intervenue à ce sujet l'autre jour à Radio France
sur l'éducation aux médias et à l'image, hein, dans un débat où je me suis exprimée très clairement sur ce sujet. Et notre budget en matière d'éducation et transmission, éducation et transmission artistique et culturelle, d'éducation à l'image, j'en ai parlé déjà en répondant à une précédente question, va considérablement augmenter l'année prochaine et c'est une priorité. Je veux saluer les actions déjà menées. France Télé est un grand partenaire de l'animation française, numéro 1 en Europe. Et donc, je m'attacherai vraiment à cela et à la qualité. La qualité des programmes est une chose importante et vous avez raison de le souligner. Et on peut faire beaucoup de choses en ce domaine. Ensuite, non, il y avait encore une question, mais je ne sais plus. Dernière question. Mais je ne sais plus ce que c'est, Monsieur Gopor. Monsieur Gros-Perrin, il vous reposera la question un autre jour. Ah, mais oui, c'est ça. Bon. C'était les d'accord. Excusez-moi, j'avais noté. Non. Voilà, il me connaît bien, il me pardonnera. Non, j'avais commencé à noter. Merci Madame la Ministre. Nous allons passer au deuxième sujet. Je voulais juste dire que Claude Kern a eu raison, il pose la question sur la piraterie, le piratage. Parce que... La piraterie, c'est ça aussi. Le piratage. Parce que... c'est une forme de piraterie, hein, quand même. Voilà, parce que dans le débat sur la chronologie des médias, tous ceux que nous avons auditionnés le 12 juillet dernier, tout au long de notre journée, sont d'accord pour faire évoluer cette chronologie, à condition bien entendu que la contrepartie soit aussi une meilleure lutte contre le piratage. Mais vous le savez, Madame la Ministre, la question de France 3 nous préoccupe tous parce que nous sommes des élus de territoire et je proposerai d'ailleurs avec mes collègues qu'avec le rapporteur, nous avancions un peu plus dans ce sujet, qu'on ait une meilleure compréhension, une appréhension de nos propres territoires. J'en avais parlé à Delphine Ernotte, elle était assez d'accord pour faire un travail beaucoup plus précis sur la question. Madame la Ministre, je voulais vous remercier des précisions que vous avez apportées. Je prends acte que vous êtes favorable à une vraie réflexion pour évoluer vers une réforme de la contribution audiovisuelle publique. Pour nous, c'est important de vous entendre là-dessus parce qu'il y a une constance de notre commission depuis des années sur le sujet. Donc je crois qu'on aura encore pas mal de débats autour de cette question entre nous. Et enfin, je voulais dire que j'avais été particulièrement sensible au fait que vous ayez évoqué l'audiovisuel extérieur, parce que l'audiovisuel extérieur a fêté ses 10 ans. France Média Monde a fêté ses 10 ans il y a quelques mois. Et que je dois dire que le travail de France Média Monde et France 24 en particulier est assez remarquable. D'ailleurs, la présidente, Marie-Christine Saragosse, avait obtenu un satisfecit devant notre commission quand elle a présenté l'exécution de son contrat d'objectifs et de moyens. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le devenir de l'audiovisuel extérieur dans un monde globalisé où on a affirmé aussi une vision du monde. Voilà, je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Je vous laisse la parole pour les sujets suivants, à savoir presse, livre et industrie culturelle. Peut-être que vous nous fassiez état des orientations budgétaires et après je reviendrai vers les deux rapporteurs sur les deux sujets. Pour préciser que oui, je suis tout à fait... Enfin, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, sur cette question de la contribution à l'audiovisuel public, c'est vraiment... une question qu'il faut mettre en débat, hein. Elle est vraiment importante. Il faut qu'il ait lieu, ce débat. Voilà, donc, passons au livre et à la presse. Bon, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Madame la rapporteure, on dit pas rapporteur, point. Monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c'est tellement bien de nommer les personnes que nous avons en face de nous. Je vais à présent vous présenter hors audiovisuel public les grandes lignes de notre politique en faveur des médias, du livre et des industries culturelles. À périmètre constant par rapport à 2017, les moyens budgétaires consacrés à ces programmes sont quasiment stables dans le budget pour 2018. Nos priorités sont de pérenniser le soutien à la création tout en favorisant la transition des modèles économiques et du système de régulation. S'agissant du programme presse et médias, le budget pour 2018 réaffirme le soutien à la presse d'abord,
Il sanctuarise les deux priorités qui guident notre politique. Le pluralisme, objectif inscrit dans notre Constitution. Les aides au pluralisme sont intégralement maintenues. Deuxième priorité, la transition technologique. Nous devons soutenir les efforts d'innovation de la filière, que ce soit l'émergence de nouveaux médias ou l'investissement numérique de médias plus anciens. Tous les dispositifs d'aide à l'innovation sont préservés en 2018. Pour ce qui est de la filière de la distribution de la presse, nous continuons à la soutenir en tenant compte des évolutions du marché et de la restructuration du secteur. Les moyens de l'aide au portage diminuent en 2018 en cohérence avec l'évolution des volumes. Les aides à la distribution qui soutiennent principalement la vente au numéro sont maintenues. Pour préparer l'avenir de la filière, nous avons confié une mission de réflexion à Gérard Ramex avec mes homologues Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Cette mission doit nous éclairer sur la situation économique des messageries de presse et sur les perspectives en matière de régulation et de soutien. S'agissant de l'agence France Presse, ses moyens sont légèrement ajustés par rapport à cette année, mais consolidés à un niveau supérieur à celui prévu au contrat d'objectifs et de moyens, pour le coup. Nous avons par ailleurs engagé une réflexion avec l'AFP sur l'accompagnement de ses projets stratégiques, de ses investissements technologiques, le développement de sa marque à l'international. L'AFP est aujourd'hui l'une des 3 principales agences au niveau mondial. C'est un véritable actif stratégique de la France et pour la France. Dans le domaine des médias toujours, nous réaffirmons également notre soutien aux radios locales. Les moyens du Fonds de soutien à l'expression radiophonique sont confortés à 31 millions d'euros, un niveau historique. Dans l'ensemble du secteur médiatique et dans le souci notamment de garantir un paysage d'information diversifié et indépendant, nous soutenons le pluralisme et l'innovation. S'agissant du programme Livres et industrie culturelle, le principal enjeu, là aussi, est de pérenniser notre modèle de soutien à la création et de diversité culturelle, remis en cause par les grands acteurs numériques. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur notre politique en faveur du livre dans le cadre de ma prochaine audition devant vous le mois prochain, je crois le 22 novembre, c'est ça ? En effet, une grande partie de notre action dans ce secteur s'inscrit, on va revenir à une question qui vous est chère, dans notre politique de généralisation de l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire dans la mission culture. D'ailleurs, les crédits en faveur du développement de la lecture, qui étaient précédemment inscrits au programme 334, sont transférés vers le programme 224. Par souci de cohérence, ils sont même renforcés, comme l'ensemble de nos crédits pour l'éducation artistique et culturelle. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce transfert de crédits explique la baisse faciale des crédits du programme Livres et industrie culturelle, qui sinon est en augmentation. S'agissant des autres industries culturelles, le soutien à la création française sera renforcé pour le cinéma et l'image animée d'abord. Le budget du CNC augmente de 17 millions pour s'établir à 724 millions d'euros. Le CNC continuera de faire évoluer ses aides pour soutenir les nouvelles formes de création, comme il a commencé à le faire, avec un fonds de soutien pour les youtubeurs. Les crédits d'impôt pour le cinéma, l'audiovisuel et les jeux vidéo sont par ailleurs intégralement préservés après leur forte revalorisation sur les 2 dernières années. Ces crédits d'impôt ont entraîné un puissant mouvement de relocalisation des tournages, d'implantation de nouveaux studios d'animation et d'augmentation du volume de production des séries télévisées. Cette situation permet à la France d'être à nouveau l'un des pays les plus compétitifs au monde dans ce secteur. Pour ce qui est de la musique, les moyens du Bureau export de la musique française seront fortement renforcés pour accompagner nos artistes à l'international. La contribution ministérielle au budget de ce bureau export, exprimée en pourcentage, augmente de 57% en 2018.
En 3 ans, la dotation aura ainsi été multipliée par 3. Le soutien à la création passe également, on y revient, par la lutte contre le piratage. C'est l'un des leviers pour veiller à la juste rémunération des artistes et des créateurs à terme. Je souhaite que nous renforcions les outils de lutte contre le piratage. C'est un phénomène massif et évolutif. Il faut donc innover dans la façon dont nous le combattons. Les travaux ont commencé. La Hadopi a confié une mission d'études juridiques sur les évolutions possibles de la riposte graduée. Nous irons plus loin. J'engagerai un plan pour renforcer la lutte contre les sites pirates, tout particulièrement dans le domaine du streaming illégal, qui n'est pas couvert par la riposte graduée et constitue l'essentiel du piratage. Pour promouvoir l'offre légale et du nouveau, pour développer des actions pédagogiques, comme pour la précédente intervention, auprès du jeune public. Le soutien de la création passe enfin par l'aide à la structuration des filières, et c'est le sens de la mission que j'ai confiée à Roch-Olivier Mestre sur l'opportunité de créer une maison commune de la musique, et son rapport sera rendu public très prochainement. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, voici les principaux axes de mon projet concernant les médias, le livre et les industries culturelles. Dans chacun de ces secteurs, vous l'aurez compris, l'enjeu est de veiller à l'indépendance, la diversité du paysage, tout en accompagnant la transformation numérique. Et c'est dans cet esprit d'exigence et d'innovation que je souhaite avancer. Le budget pour l'année prochaine en est l'incarnation. Merci pour votre attention. J'écoute vos questions et est disponible pour y répondre. Bien. Merci Madame la Ministre. Alors je vais donner successivement la parole à Madame Laborde puis à Monsieur Laugier qui ont chacun aussi des questions comme Monsieur Leleu auxquelles on apportera une réponse au fur et à mesure. Allez-y Madame Laborde. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Bon, il y a des choses dans mes questions que vous avez déjà un petit peu amorcées, donc ça va me permettre de préciser les questions. Donc dans ce vaste sujet livres et industrie culturelle, j'ai choisi 2 points, sachant qu'il y avait déjà peut-être juste une petite baisse apparente, mais qui n'est pas justement une baisse de budget, puisque ça passe du 334 au 224, donc c'est parfait. Donc le premier sujet, c'est que la Commission européenne a présenté le 14 septembre 2016 un projet de réforme du cadre européen applicable aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui comprend 4 textes à l'ambition très inégale. Si plusieurs dispositions semblent judicieuses, notamment en matière de transparence des relations contractuelles entre producteurs et créateurs, comme de lutte contre le piratage par des outils de filtrage, le traitement réservé aux exceptions aux droits d'auteur pose question, car il n'est pas suffisamment porté attention à la préservation des marchés existants par la prise en compte de la disponibilité préalable d'offres commerciales, par exemple les livres scolaires, les partitions de musique, les ouvrages adaptés au handicap visuel, etc. Car l'exception aussi de TDM est rendue obligatoire dans une définition plus large que celle adoptée par la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, et parce que jamais la Commission européenne ne prévoit de rémunération compensatoire au bénéfice des titulaires de droits concernés. Une autre difficulté majeure tient à la proposition relative aux œuvres indisponibles qui ne garantit pas le maintien de relire et qui a reçu un coup d'arrêt brutal avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 16 novembre 2016, alors que le dispositif se mettait juste en œuvre conformément aux souhaits du législateur. Donc, quelle est votre position sur ces différents sujets? En l'état actuel des négociations, le maintien de relire est-il possible? Et si le dispositif venait à cesser complètement, qu'en serait-il des titres déjà numérisés et commercialisés? Enfin, s'agissant des exceptions aux droits d'auteur, quelle évolution du paquet droits d'auteur peut-on espérer? Je crois que c'est déjà un premier sujet important. D'autres questions? Alors l'autre question, elle est sur... on va peut-être répondre à cette voilà, parce que celle-ci, elle est quand même très importante, je crois.
Alors oui, non, mais je pense qu'il faut que je connais parfaitement l'esprit. Ça ne vous aura pas. Mais je préfère avoir des réponses précises puisque je connais les sujets et que je me bats beaucoup sur ces sujets et notamment à l'Europe. Donc, vous savez que j'y suis très sensible. Alors, pour relire, qui était un dispositif extrêmement original, hein, je crois, et assez unique, sur lequel tout le monde avait beaucoup travaillé. La loi du 1er mars 2012 a créé un mécanisme de gestion collective pour l'exploitation numérique des livres du XXe siècle indisponibles au format imprimé, hein, donc, qui était dans les catalogues mais non disponibles. Un projet de numérisation de masse a été mis en œuvre par un partenariat entre la BNF, les éditeurs et les auteurs. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé effectivement une partie de ce dispositif fin 2016. Et le Conseil d'État l'a suivi en juin 2017, mais a validé les licences déjà attribuées par la SOFIA. Ce qui permet de poursuivre, en tous les cas, la commercialisation des livres concernés. Je crois que de mémoire, c'est 70 000 ouvrages. Enfin, je ne sais plus. Je crois. Enfin, ça, je n'ai pas la fiche, c'est dans ma tête. La France continuera d'œuvrer pour sécuriser le dispositif dans le projet de directive européenne sur le droit d'auteur. Ah, mais oui, voilà, c'est un dispositif qui a vraiment fait ses preuves et donc il faut travailler là-dessus parce qu'il y a, depuis septembre 2015, c'est 60 000 exemplaires qui ont été vendus comme ça. Et alors là, c'est 164 000 licences d'exploitation attribuées par la SOFIA et 37 000 titres disponibles à la vente fin 2017 sur des plateformes commerciales. Donc ça avait un vrai sens. Voilà, et sur la directive droit d'auteur, vous doutez bien que c'est un chantier prioritaire pour moi. Rappelons quand même que pays de beau marché, quoi, hein, la France est le pays du droit d'auteur. Et c'est une grande richesse. 3 priorités, hein, consacrer le droit à une juste rémunération des auteurs, conserver d'une manière générale le principe de territorialité des droits, et le partage de la valeur. Je me bats, je me suis déjà battue à Bruxelles là-dessus. Ça a été le sens aussi, si je peux me permettre un petit commentaire, du très puissante intervention du président à Francfort lors de la Foire internationale du livre, qui a vraiment insisté sur cette problématique de ne pas toucher à ce partage de la valeur et de l'affaiblir notamment par des séries d'exceptions. L'Europe, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a des partisans d'une espèce de musique du tout gratuit qui est absolument insensée. Donc il y a l'envie de toujours mettre de plus en plus d'exceptions qui ne se justifient pas en soi et qui sont totalement préjudiciables au juste partage de la valeur, parce qu'une œuvre est l'objet d'un créateur qui doit avoir sa juste rémunération. Voilà. Je crois que je vous ai parlé sans éléments plus précis que cela, mais voilà ce que je peux vous dire. En tous les cas, je suis sur le sujet très présente. Deuxième question et dernière question. Oui, tout à fait, parce qu'il y en aurait sûrement beaucoup, mais comme on a un budget très correct sur cette mission 334, je ne vais pas multiplier les questions. Mais la suivante est quand même importante puisqu'elle traite justement du piratage. Et donc le piratage concerne bien sûr plusieurs missions. Et donc elle concerne aussi cette mission-là. Donc s'il n'est pas né avec la révolution numérique, l'accès aisé aux œuvres a permis d'entraîner son accélération. Donc concomitamment avec une perte progressive de la valeur des œuvres diffusées au détriment des ayants droit. Donc la création de la Hadopi en 2010, destinée à lutter contre les échanges illégaux, comme vous disiez tout à l'heure, a constitué une première réponse au piratage, aujourd'hui obsolète, non pas dans son principe, mais en matière technologique. Donc les usages illégaux ont en effet muté largement vers le streaming. Donc hésitant entre la suppression de l'institution et la crainte d'une telle décision conduise à un nouvel essor des pratiques illégales de consommation des œuvres, le précédent gouvernement a d'abord étouffé budgétairement la Hadopi, il faut le dire, avant de lui redonner quelques moyens à compter de 2015. Alors aujourd'hui, la feuille de route de l'opérateur, qui aurait alors pu faire l'objet d'une véritable réflexion, n'a pas été modifiée.
Et parallèlement, ces missions relatives à la promotion de l'offre légale ont pour partie été confiées, comme vous le disiez, au CNC, au détriment de la visibilité de l'action publique. Donc en fait, compte tenu des évolutions des modalités de piratage et du manque à gagner qu'il continue à représenter pour les créateurs, envisagez-vous de modifier en profondeur le dispositif français de lutte contre le piratage? Dans ce cadre, quel pourrait être l'avenir de la réponse graduée? Et parce que c'est ce qui était au départ, c'est ce qu'on avait voté à l'époque en 2010. Et plus largement, de la Hadopi que le présent projet de loi de finances dote quand même de 9 millions d'euros. Donc ce n'est pas innocent et donc j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez clairement. Merci beaucoup. Notre commission a beaucoup travaillé sur ce sujet, a rendu un rapport, le rapport Bouffon de Hervé, pour faire une analyse un peu, une évaluation de la Hadopi qui peut être une source d'inspiration pour faire évoluer le dispositif. Mais je crois que vous avez déjà partiellement répondu à quelques questions. Mais c'est en complément, Madame la Ministre. Voilà, en complément, je ne vais pas les répéter, mais c'est vrai que c'est un sujet tellement important que d'ouvrir le débat, d'insister ici et de partager cette nécessité est vraiment importante. Et travailler là-dessus, c'est vraiment... Et c'est parce que justement, il faut travailler, il faut continuer, qu'il est important qu'il y ait un budget qui soit marqué à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie de dire. Dans le cadre de la préparation du PLF, la subvention de la Hadopi a été maintenue. Je crois que c'est un signal fort. On ne pouvait pas l'enlever, aurait été tout à fait catastrophique. Et ça permet d'assumer les missions actuelles, parce qu'il faut qu'elles continuent, hein, et de verser quand même les compensations dues aux fournisseurs d'accès à Internet pour leur participation à la réponse graduée. Mais la lutte contre le piratage doit être, je le répète, hein, mais autant le partager, une priorité. Et la Hadopi a lancé une mission d'évaluation juridique de la riposte graduée. Elle sera attentive sur... oui, enfin, on reprécisait, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement obsolète, elle est surtout, il faut faire face aux évolutions. C'est vrai que le piratage pair à pair est pris en compte par la Hadopi, et maintenant il faut s'adapter au streaming, et on est bien content qu'elle n'est pas suffisante, mais pédagogiquement, ça reste quand même un élément fort. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime. Très bien. Je donne immédiatement la parole au rapporteur Michel Laugier pour Presse et Médias, et mes collègues, vous avez aussitôt après la parole par groupe. Hein. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais revenir sur 3 thèmes, c'est déjà évoqué, mais je voudrais plus de précision, s'il vous plaît, qui concernent l'aide au portage, puisqu'il y a déjà une première réforme en 2014, et puis un décret récent du 11 septembre a à nouveau modifié le dispositif, ce qui conduit, bien sûr, dans ce projet de loi de finances, à une diminution de 4,5 millions d'euros de crédits qui étaient alloués. Donc, quels sont les objectifs poursuivis par cette réforme? Permettra-t-elle notamment de poursuivre la mutualisation des opérateurs de la vente au numéro? Qu'envisagez-vous à cet égard pour ce vecteur de distribution, alors que la diminution continue des exemplaires vendus ne permet ni aux messageries de retrouver une situation économique satisfaisante, ni aux détaillants de bénéficier d'une rémunération suffisante pour assurer à terme la survie du réseau? On le fait par thème ou je continue? Je vous invite à poser votre question. Oui, très bien. Je reviens aussi sur l'agence France Presse, qui soit dotée pour 2018 d'une dotation de 131,5 millions d'euros, soit 3,6 millions d'euros de plus que les prévisions du contrat d'objectifs et de moyens, mais quand même 1 million de moins qu'en 2017, alors que notre commission se préoccupait déjà de sa situation financière dégradée, de son niveau d'endettement. L'AFP sans capitaux ni actionnaires en raison de son statut juridique peut-elle, selon les informations dont vous disposez, faire face à la fois à ces échéances d'emprunt et aux investissements indispensables pour faire face à la concurrence? Et malgré les règles européennes en la matière, l'État envisage-t-il d'intervenir en soutien si la situation venait à se dégrader? Troisième point et dernier, j'aborde à nouveau donc le sujet du droit d'auteur. Dans le cadre de son projet de réforme du droit d'auteur, la Commission européenne envisage la création d'un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse. Or, cette tentative a échoué en Allemagne et en Espagne. Les professionnels eux-mêmes semblent partagés sur l'intérêt d'un tel dispositif. Quelle opinion défendez-vous sur ce sujet? Comment, plus globalement, assurer un partage de la valeur plus équitable entre plateformes et presse en ligne? Comment les aides à la presse en ligne prévues par le présent projet de loi de finances permettent-elles aux éditeurs de développer leurs projets? Sont-elles suffisantes au regard de la situation dégradée des entreprises de presse?
et la nécessaire rentabilité des titres conduit-elle, selon vous, à la fin inéluctable de la gratuité de l'information sur Internet? Trois questions, monsieur le rapporteur. Monsieur Logier, d'abord, l'aide au portage. Effectivement, je vous avais dit dans la présentation qu'elle diminuait en cohérence avec l'évolution des volumes. Effectivement, elle passe de 36 millions à 31 millions et demi, mais c'est en cohérence. On l'a d'ailleurs partagé avec les responsables de la presse. Ils sont tout à fait conscients et ils l'entendaient de ce point de vue-là. La baisse des crédits du portage traduit aussi la réorientation progressive de notre dispositif d'aide vers le numérique et l'innovation. La politique d'aide à la presse doit évoluer aussi avec les usages et avec son temps. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ai donné le volume, là je crois que je n'ai pas d'autres éléments à vous apporter. L'agence France Presse, effectivement, c'est une agence importante. C'est la 3e agence de presse mondiale. C'est un véritable champion. Hein. J'étais à un festival où on était invité d'honneur à Mexico et au festival de cinéma de Morelia. Et j'ai vu l'AFP, ce qu'elle fait par rapport notamment au tremblement de terre à Mexico, etc. C'est effectivement, on peut dire que c'est un véritable champion français et qu'il travaille de façon formidable. Et l'État s'honore vraiment à soutenir dans le respect de son indépendance. Il travaille d'ailleurs dans un esprit d'indépendance. Les crédits versés à l'AFP recouvrent d'une part le paiement des abonnements de l'État au service de l'agence et d'autre part la compensation du coût de ses missions d'intérêt général. Un contrat d'objectifs et de moyens définit la stratégie de l'agence pour la période 14-18 et encadre la trajectoire des dotations de l'État. En 2018, la dotation totale de l'agence s'établit à 131,5 millions, en baisse d'1 million par rapport à 2017. La baisse porte sur la seule compensation des missions d'intérêt général réduite à 109,8 millions. Le paiement de l'abonnement est stable, lui, 21,7 millions. Le montant de la compensation reste toutefois supérieur de 3,6 millions à celui prévu au COM, marque quand même du soutien fort de l'État. Et là aussi, toute réflexion doit s'enclencher et être partagée. Pour ce qui est des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, sur la question notamment des droits d'auteur et la défense de tout cela à l'Europe, le gouvernement soutient cette proposition de la Commission européenne visant à reconnaître un droit voisin des éditeurs de presse. C'est indispensable, à notre avis, pour la préservation du modèle économique de la presse. Il s'agit d'assurer un partage de la valeur avec les acteurs numériques. C'est vraiment faire de lance de ce que nous défendons, qui tirent profit de la circulation des contenus sans les rémunérer quand même. Et ce droit nouveau ne porterait pas atteinte aux droits d'auteur dont jouissent les journalistes. Il doit au contraire améliorer, au bénéfice de l'ensemble de la chaîne, la rémunération des contenus de presse. Voilà donc pour cette audition de Françoise Nyssen devant les sénateurs. La ministre était interrogée sur le budget 2018, un budget qui réaffirme le soutien à la presse du gouvernement avec des moyens quasiment stables pour les secteurs presse, livre et industrie culturelle. Autre déclaration, le gouvernement n'entend pas revenir sur la baisse des crédits accordés à l'audiovisuel public qui sont prévus dans ce budget. Ces crédits sont en baisse pour France Télévisions de près de 31 millions d'euros par rapport à 2017. C'est à peu près 1% du budget pour Françoise Nyssen. Cela représente bien sûr un effort réel mais soutenable. Et puis sur la répartition de ces économies, la ministre Françoise Nyssen estime que la création doit demeurer la priorité et ne doit pas servir de variable d'ajustement. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir cette audition sur notre site internet publicsénat.fr.